Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Ilan Greisamer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, professeur émérite à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes aussi professeur dans d'autres universités, notamment celle d'Ashkelon, et auteur d'une œuvre très abondante que beaucoup de nos auditeurs connaissent, puisque nous avons la chance de vous avoir sur Radio J chaque semaine dans un commentaire politique sur la situation d'Israël avec Steve Nadjar. Alors on va commencer en ce vendredi matin notre émission. Merci d'être avec nous depuis Jérusalem. On va commencer par une question très simple. Quel regard l'intellectuel engagé que vous êtes porte-t-il sur l'actuelle situation d'Israël ? Bien, alors, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que depuis 8 mois, Israël a un nouveau gouvernement. Il n'y a plus de Benjamin Netanyahou. Et c'est un gouvernement qui est très particulier puisqu'il s'agit d'une coalition qui va de gens qui sont très à gauche jusqu'à des gens qui sont très à droite. Alors, je peux dire un mot là-dessus, Ilan Greisamer. Oui. Au moment de la mise en place de cette coalition, le moins qu'on puisse dire est qu'avec d'autres personnes, d'autres amis, Eli Barnavi, etc., vous faisiez partie de ceux qui saluait plutôt cette alternative au Likoud et à Binyamin Netanyahou. Un an après, le compte n'y serait plus pour vous, Ilan Greisamer ? Non, je ne dis pas ça du tout. Je dis que, si on parle dans les grandes lignes de préférence, je préfère toujours et de loin le gouvernement actuel d'Israël à celui qu'il y avait avant, avec le Likoud, avec les ultra-orthodoxes, dirigés par Netanyahou. Oui, il y a des déceptions, il y a de nombreux domaines dans lesquels le gouvernement actuel est très critiqué parce qu'il n'a pas fait assez. Je crois que ce qui intéresse le plus et de loin les Israéliens aujourd'hui, c'est la question du coût de la vie en Israël. Coût de la vie qui est très élevé, tout le monde le sait, dès que les touristes français viennent en Israël, ils s'en rendent compte. Il y a des prix qui sont inimaginables comme les prix de l'immobilier à l'heure actuelle, ce qui fait que les jeunes couples n'ont quasiment aucune chance de s'acheter un appartement dans les grandes villes. Et ça, c'est quelque chose que le public n'aime pas. Et la critique à l'égard de Naftali Bennett et du ministre des Finances Lieberman, et qu'ils ne font pas assez, ils font presque rien. Alors, justement, entrons au cœur du sujet. Ilan Greisamer, c'est très important. Vous évoquez avec nous ce matin, à Affaires publiques, cette question très importante de l'augmentation du coût de la vie, ce qu'on appelle en français l'inflation. L'inflation, la flambée des prix. Oui. C'est un phénomène d'ailleurs qui ne touche pas que spécifiquement Israël. La France aussi est touchée et menacée même par une aggravation de ce phénomène, entre autres pays européens. Mais pourquoi y a-t-il ces reproches récurrents à l'endroit notamment d'Avigdor Lieberman, puisque c'est lui qui est en charge de l'économie, de ne pas savoir stopper ce phénomène de flambée des prix et donc aussi de polarisation sociale de la société israélienne entre, disons, les citoyens intégrés des centres-villes, favorisés, et les citoyens des périphéries, des banlieues, des villes périphériques, qui eux seraient en quelque sorte abandonnés de plus en plus à leur sort. Bien, parce que quand nous disons que le gouvernement israélien est composé de gens de droite et de gauche, nous ne parlons pas seulement de la question israélo-palestinienne, bien sûr, puisque la droite du gouvernement aimerait bien annexer tous les territoires et la gauche est fidèle à l'idée des deux États. Non, ce n'est pas uniquement là-dessus. Il y a aussi le fait que la droite libérale et capitaliste de ce gouvernement est tout à fait pour une économie libre, privée et le moins d'intervention possible, comme tous les partis de droite, même en Europe le pensent, le moins d'intervention publique possible. Alors que la gauche du gouvernement, le Meretz, le Parti travailliste, voudrait une intervention beaucoup plus forte, beaucoup plus invasive du gouvernement pour réfréner les appétits des grandes sociétés. Donc là aussi, il y a des controverses très très sérieuses à l'intérieur de la coalition gouvernementale
et Naftali Bennett semble être à la tête d'un attelage qui va un peu dans toutes les directions. Alors, Ilan, c'est passionnant. C'est passionnant, votre analyse détaillée, disons la photo un peu fine que vous faites de la situation. Pourquoi les partisans de l'intervention publique, si je vous comprends bien, au sein de la coalition gouvernementale actuelle, n'arrivent-ils pas à, pardonnez-moi l'expression, emporter le morceau, Ilan? Tout simplement parce que les partis de gauche de cette coalition représentent très peu de choses dans le pays. C'est un pays qui est majoritairement de droite. Et je dirais qu'ils sont bien contents de faire partie d'une coalition gouvernementale. Ils ne veulent pas la briser. Ils ne veulent pas susciter, en quelque sorte, des heurts qui ramèneraient le Likoud et Netanyahou au pouvoir. Et donc, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ni dans le domaine des territoires, ni dans le domaine de l'économie libérale et capitaliste. Et finalement, ils crient que ça ne leur plaît pas, mais ils restent au gouvernement. Ils n'ont pas d'alternative à cette coalition actuelle. Alors, disons-le clairement, vous parlez d'un certain nombre de personnes, vous allez expliciter votre propos dans un instant. Ces personnes-là, dont vous allez dire les noms, seraient en quelque sorte les otages d'une politique qui est aux antipodes de leurs idéaux personnels? Oui, certainement. Certainement, c'est vrai pour les deux partis de gauche qui font partie du gouvernement. Le parti Meretz, bien évidemment, qui est le plus à gauche du gouvernement dirigé par Horowitz, qui est le ministre de la Santé. Nitzan Horowitz, absolument. Nitzan Horowitz, et le parti travailliste qui est dirigé par Merav Michaeli, qui est la ministre des Transports. Tout à fait. Alors, ces deux partis protestent, ces deux partis critiquent, surtout le ministre des Finances, Lieberman, dont je dirais, pour employer un euphémisme, qui n'a pas un esprit très social, mais ils ne peuvent rien faire, ils peuvent juste protester, critiquer ou décider de revenir dans l'opposition, ce qu'ils n'ont évidemment pas l'intention de faire. Donc on est dans une situation dans laquelle les gens de la coalition se tirent un peu dans les pattes, se critiquent les uns les autres, mais veulent rester ensemble en définitive et ne veulent pas risquer que l'opposition, le Likoud, les ultra-orthodoxes reviennent au pouvoir. Ça, c'est la dernière chose qu'ils veulent. Alors, c'est passionnant ce que vous nous dites ce matin, Ilan Greysheimer. On affine avec vous l'analyse de cette situation, du rapport de force, en quelque sorte, interne à ce gouvernement. Yair Lapid, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est plutôt une personnalité qui se rapproche de ceux qu'on appelle en France les sociolibéraux, c'est-à-dire le centre-gauche réformiste, j'allais dire votre famille historiquement. Il n'a pas voix au chapitre? Bon, alors, Yair Lapid, le chef du parti principal, puisque c'est Yesh Atid qui est le parti majoritaire et qui est, disons, centre-gauche, c'est l'artisan principal de cette coalition. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui la maintient, et il essaye, tant que possible, de parler avec la droite, de parler avec la gauche, de réconcilier les gens. Il a fort à faire, mais c'est ce qu'il fait pratiquement tous les jours, en attendant ce qu'il espère, à savoir que un de ces jours, Naftali Bennett va lui remettre le poste de Premier ministre. C'est ce qu'il attend. Et donc, il veut cette coalition, il veut qu'elle continue, mais je dirais que ces derniers jours, ça paraît de plus en plus chaotique, de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Ilan, à l'extérieur d'Israël et aussi à l'intérieur d'Israël, une remobilisation d'une partie du Likoud autour de Binyamin Netanyahou et de son très hypothétique retour dans la vie publique après le suspense et le retournement judiciaire que nous avons vécu le mois dernier? Non, je crois que ce qu'on a l'habitude d'appeler les barons du Likoud, c'est-à-dire toutes ces personnalités fortes qui sont derrière Binyamin Netanyahou, disons-le franchement, attendent que Netanyahou veuille bien libérer la place. Enfin, il n'a pas l'air de vouloir. Non, lui ne veut pas, bien qu'il est quand même assez troublant qu'il ait demandé au procureur de l'État, il n'y a pas très longtemps, de faire un accord de plaidoyer
qui lui permettrait de quitter la scène politique, mais en même temps de ne pas avoir de procès, de ne pas avoir de condamnation. Donc, ça laisse penser que dans certaines conditions, il pourrait quand même quitter la scène politique, ce qui remettrait tout en question, parce que des gens comme Bennett, Yemina, Sar, Tikva Hadasha seraient prêts à revenir à une alliance avec la droite, avec le Likoud, mais sans Netanyahou. Donc, le plus grand risque, je dirais, pour cette coalition gouvernementale israélienne serait que Netanyahou, en définitive, laisse la place à quelqu'un d'autre. Alors, nous évoquons ce matin, dans Affaires publiques, avec vous, Ilan Greisamer, la situation politique d'Israël. Vous venez de nous livrer une passionnante analyse sur le gouvernement. Maintenant, je vais passer à la partie plus personnelle de cet entretien. Vous aimez ou vous n'aimez pas l'action de Naftali Bennett actuellement, Ilan Greisamer? Ben écoutez, j'ai un peu de commisération pour le Premier ministre israélien parce qu'il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Il veut garder cette coalition. Il veut ménager vraiment la chèvre et le chou. Et il s'y efforce et j'ai beaucoup de, je dirais, de sympathie pour ses efforts. Mais il se révèle être quelqu'un qui n'est pas charismatique, qui est un gestionnaire. Vraiment Oui, c'est quelqu'un qui gère bien les choses et qui fait les choses sans exagérer et avec modération, etc. Mais ce n'est pas une personnalité de grande envergure comme Netanyahou, il faut bien le dire, et comme nous avons eu avant des Begin, des Ben Gurion, etc. Non, Naftali Bennett est un bon gestionnaire, mais malheureusement, il n'arrive pas à s'imposer réellement aux différentes composantes de cette coalition. Alors, c'est une personnalité que les Israéliens connaissent depuis longtemps, que le monde entier, notamment les Français, ont beaucoup découvert l'an dernier, par définition, au moment de sa montée au firmament de la vie politique française, de la vie politique israélienne l'année dernière, au moment des élections législatives. C'est d'abord et avant tout un businessman. Naftali Bennett, c'est quelqu'un qui est très connecté aux États-Unis. A priori, Ilan, on peut dire que sur le papier, il cochait beaucoup de cases pour incarner une alternative à Netanyahou crédible et durable. Bon, disons que comme on parle d'Israël de plus en plus comme Startup Nation, tout à fait, c'est-à-dire comme un pays où la haute technologie occupe une place de plus en plus grande. Israël est vraiment au premier rang. On a annoncé cette semaine une affaire dans laquelle Intel a acheté pour 5 milliards de dollars l'une des entreprises israéliennes, une énorme affaire. Disons que Tel Aviv et sa région, c'est le high-tech. Et Naftali Bennett vient de là. C'est quelqu'un qui a fait un exit, qui est très riche. Je crois même qu'il a fait 2 exits déjà. Et il vient de ce monde-là. Mais je parle en termes d'envergure, en termes de charisme. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez être très bon en high-tech, mais ça ne vous donne pas nécessairement ce caractère qu'ont eu des Sharon, même Ehud Barak, par exemple, des gens assez flamboyants. Non. Lui est plutôt un gestionnaire. Alors, on a bien compris donc quelles étaient un petit peu vos interrogations actuelles, Ilan, sur l'avenir de cette coalition. Il y a des défis à l'international qui se posent à l'État d'Israël. La poursuite de ce processus qu'avec d'autres grands intellectuels israéliens, vous avez accompagné avec ferveur, qu'on appelle les accords d'Abraham, le processus des accords d'Abraham. Et 2, la lutte contre les capacités balistiques croissantes et aussi la menace nucléaire grandissante du régime iranien. Sur ces 2 points, vous avez un peu de temps, expliquez-nous, Ilan, si d'après vous, l'actuel exécutif, sous la houlette de Bennett et de Lapid, est à la hauteur de ces 2 grands défis géopolitiques majeurs. Eh bien, il s'agit en fait d'un seul défi. Tout à fait. Qui est le défi iranien, qui, pour Israël, est certainement, parmi tous les dangers,
qui menace l'État juif, c'est le danger numéro 1 et de très loin. Et c'est lié aux accords d'Abraham parce qu'en fait, les pays qui se sont rapprochés d'Israël sont tous des pays qui craignent ou le régime iranien, ou les tentacules de ce régime, ou les efforts de ce régime de Téhéran de créer la subversion dans leur pays. Vous savez, hier, Naftali Bennett était à Bahreïn, par exemple, où une atmosphère d'amitié extraordinaire entre Israéliens et Bahreïniens régnait, et on lit en filigrane la peur des Iraniens. Ces gens de Bahreïn, ces gens des Émirats, l'Arabie Saoudite, etc., sont des pays qui, au fond, se reposent sur Israël pour contrer la menace iranienne. Absolument. Alors ça, c'est plutôt un élément, Ilan, ça c'est plutôt un élément qui va dans le sens d'un renforcement de la position d'Israël pour faire face à ce challenge que représentent les activités terroristes et nucléaires de l'Iran dans l'année qui vient. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joe Biden, qui est le président des États-Unis, qui ne voit pas forcément les choses de la même manière que les Israéliens. Vous en êtes certain? Disons qu'il y a des nuances, parce que je pense que si les Iraniens se montraient coopératifs et que finalement les Américains pouvaient obtenir un nouveau deal nucléaire satisfaisant de leur point de vue, je pense qu'ils iraient vers la signature de ce nouveau deal, et quitte à mécontenter Israël, puisqu'Israël pense que de toute façon, les Iraniens ne tiendront pas les engagements de ce deal, d'un nouveau deal ou de quelque deal que ce soit. Et par conséquent, je dirais que les Israéliens et les Américains ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'Iran. Donc tout dépend finalement de ces négociations américano-iraniennes, et je ne suis pas sûr qu'à la Maison-Blanche on prenne tellement en compte les intérêts de l'État d'Israël. Alors ça, c'est passionnant ce que vous dites aussi. Vous avez le sentiment qu'il y a un peu d'eau dans le gaz entre Washington et Jérusalem, en réalité, Ilan Greisamer? Pas dans... Je ne sais pas si de l'eau dans le gaz n'est pas un peu exagéré. Il n'y a pas exactement la même compréhension des défis et des dangers. Et c'est normal, puisque Israël, finalement, est en première ligne. Et s'il y avait des fusées, une attaque nucléaire d'Israël ou quoi que ce soit, c'est quand même Israël qui est la première concernée. Les Américains ne sont pas dans la même situation. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes orientations, la même politique étrangère. Donc je dirais qu'il n'y a pas de divorce ou d'eau dans le gaz, mais il y a des appréciations différentes, et on n'est pas au moment de Netanyahou-Trump où tout baignait dans l'entente parfaite. Non, et dans les deals. Alors, il nous reste 7 minutes, à peu près 7-8 minutes. J'aimerais qu'on évoque encore plusieurs sujets. Les accords d'Abraham, vous avez le sentiment que l'actuel exécutif peut les prolonger avec de nouveaux partenaires, avec l'Indonésie, avec les Maldives, avec les Comores, et demain, bien sûr, avec l'Arabie Saoudite, ou que c'est comme un mirage dans le désert? Non, ce n'est pas un mirage dans le désert. Je pense que ce qui a été commencé avec Bahreïn, les Émirats, le Maroc, et bon, le Soudan, je n'en parle pas trop parce que ce n'est pas extrêmement brillant, mais je dirais que d'une façon générale, c'est un trend. C'est un continuum. C'est un continuum. Oui, et je suis persuadé qu'il y aura d'autres pays arabes ou musulmans qui continueront. Je ne sais pas si ça sera en premier celui-ci ou celui-là. Il y a évidemment des négociations secrètes qui se produisent en coulisses, mais il y a des négociations et je pense que ça continuera. Et ça vient du fait, notamment, que la cause palestinienne a perdu largement de son intérêt dans les pays arabes. Il faut dire la vérité. Les pays arabes parlent toujours de la Palestine. En réalité,
il y a des choses beaucoup plus importantes qui les intéressent, comme l'Iran, le rapprochement avec les États-Unis, le high-tech d'Israël, notamment le high-tech militaire d'Israël. Donc tout ça les intéresse finalement plus que la cause palestinienne et je dirais que c'est dommage pour les Palestiniens, mais c'est une réalité. Alors, Ilan, c'est quand même un bonheur de vous avoir sur un format un peu long. On quitte Jérusalem pour Paris, pour la France. Vous portez quel regard à l'heure qu'il est, c'est-à-dire nous ne sommes jamais qu'à un peu moins de 2 mois de la présidentielle. Mais quel regard portez-vous en ce vendredi matin sur l'état de la cristallisation des opinions dans cette présidentielle française? Est-ce qu'on peut dire, comme certains s'avancent à le dire d'ores et déjà, que Macron est réélu sur un fauteuil? Non, d'abord, je dirais une chose que nos amis français doivent comprendre. Les Israéliens sont très polarisés sur ce qui se passe chez eux, sur ce qui se passe ici avec les Arabes, avec les Palestiniens au Moyen-Orient et ce qui se passe à l'intérieur d'Israël, les heurts entre Juifs et Arabes en Israël, etc. Leur connaissance de ce qui se passe à l'extérieur est assez limitée. D'ailleurs, la place que les journaux et les médias donnent à ce qui se passe à l'extérieur est limitée. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai lu dans un journal israélien ou entendu à la télévision israélienne parler de l'élection présidentielle en France. C'est quelque chose que Alexis, que les Israéliens ignorent très largement. Je vous mettrai au défi de vous promener dans une rue de Jérusalem ou de Tel Aviv et de demander à quelqu'un, dites-moi qui est en présence lors des élections présidentielles en France. Alors, vous ne trouverez personne. Alors, sauf que vous faites pas partie des Israéliens lambda, vous le savez. Alors, donc, en une minute, la droite républicaine a-t-elle d'ores et déjà perdu ses chances, selon vous? Emmanuel Macron augmente-t-il ses chances, entre guillemets, sans rien faire? Et comment expliquer et on termine là-dessus. Comment expliquez-vous aussi la persistance et peut-être même le renforcement du phénomène Zemmour? Dernière réponse de synthèse, Ilan Greysheimer. Alors, permettez-moi de vous dire ma réponse. Ma réponse, c'est que finalement, Macron, lorsqu'on regarde les choses, quand on veut le situer, est un président de centre droit. Il n'est pas un président de centre ou de centre gauche. Il est un président de centre droit. Donc, il occupe une place qui va du centre gauche au centre droit. C'est une place qui est très large, très importante et qui bouffe, si vous me permettez l'expression, une grande partie du public que peut avoir Valérie Pécresse. C'est-à-dire que finalement, les deux pôles sont le pôle, je dirais, démocratique, libéral, ouvert, qui peut convenir aussi bien au centre-gauche, au centre-droit que représente Macron. Et face à ça, la radicalisation de droite, anti-arabe, anti-musulmane, je dirais raciste, etc. Et des gens qui ont peur pour l'identité française dans l'avenir. Mais cette évolution qui fait que Zemmour va se retrouver face à Macron, donne à Macron la très grande satisfaction d'être sûr d'être réélu. Et d'ailleurs, personnellement, je ne vois vraiment pas de chance que Macron ne soit pas réélu dans 2 mois. Donc, on l'a compris, c'est plutôt votre prédiction actuellement, La prédiction aussi, mais j'ajouterai quand même quelque chose que pour un juif de gauche, un juif démocrate, Zemmour est quand même une horreur. Et je suis très désarçonné par le fait que des gens, des juifs aussi, et des gens qui sont tout à fait corrects par ailleurs, soutiennent quelqu'un comme cela, et c'est assez désespérant. Merci beaucoup Ilan Greysheimer d'avoir fait un tour par Affaires publiques. On vous retrouve bien sûr et avec joie toutes les semaines au micro de l'ami Steve Nadjar pour commenter cette actualité pleine de rebondissements de la politique israélienne. Shabbat shalom à vous Ilan. Avec plaisir, à bientôt, Shabbat shalom.